C'était un peu long, vient-on de me glisser à l'oreillette, donc je vais essayer de me dépêcher. Cette séquence, on l'a appelée Big Data. L'idée, c'était de voir quel appétit reste-t-il pour l'immobilier. On sait que l'immobilier est une classe d'actifs dite alternative pour les investisseurs institutionnels, après les marchés actions, bon courage en ce moment, et les marchés obligataires. Alternatif ne veut pas forcément dire secondaire, car l'immobilier reste quand même très très important dans un portefeuille type d'un institutionnel, dans la diversification. L'idée, c'est qu'on a cherché à savoir que reste-t-il de l'appétit des investisseurs pour l'immobilier, ce qui maintiennent leur allocation à cette classe d'actifs dans le contexte économique, financier, géopolitique qui est si joyeux en ce moment. Est-ce que la collecte reprend ou au contraire, est-ce qu'elle s'effondre? En un mot, est-ce que les liquidités sont toujours là sur l'immobilier? Mais avant de voir l'appétit des zinzins, on a demandé à leurs clients, c'est-à-dire monsieur et madame tout le monde, qu'est-ce que ça représente pour eux l'investissement immobilier? Je vous propose une courte séquence vidéo. Moi, à titre personnel, non. Parce qu'en fait, je n'ai pas forcément envie d'être un peu encarté dans un prêt immobilier qui m'engagerait sur 20-25 ans et qui me laisserait un peu moins de liberté en termes de mobilité si jamais je veux déménager ou quoi. Si un jour j'investirais, c'est plutôt dans un 3 pièces à Paris avec une terrasse. Oui, idéalement, potentiellement. Alors, dans quel type de bien, je ne sais pas trop encore, puisque je suis jeune et je ne sais pas. Probablement une maison et en dehors de Paris. Alors non, j'ai jamais investi dans l'immobilier, mais c'est ce que je compte faire très prochainement. C'est le rêve de tout le monde de toute façon. Pas tout de suite, mais si je veux le faire, je pense que je commencerai par des studios. Dans l'immobilier en général, dans de l'investissement locatif par exemple. Investir non, juste pour résidence principale. Je ne souhaite pas investir dans l'immobilier, juste moi j'investis dans d'autres choses, mais pas l'immobilier. Non, c'est déjà fait. Il faut les convaincre, c'est quand même les clients des institutionnels. Alors on va quand même regarder ce que nous disent les datas sur l'allocation de l'immobilier dans le monde. Le premier slide, il est tiré de l'INREV. Et nous dit que, mais Raphaël a un peu mangé la feuille de match, l'allocation moyenne des investisseurs à l'immobilier est de 8,7%. L'allocation cible, elle est de 9%, donc on n'est pas très loin. Si on regarde plus précisément en Europe, vous voyez qu'on est à 9,4, on est à l'allocation cible, et quand on regarde les investisseurs en Amérique du Nord, ils sont beaucoup plus alloués à l'immobilier, 100 points de base de plus, 10,4%. Ont-ils encore de l'appétit pour l'immobilier? En fait, il y en a 36% globalement qui anticipent une augmentation de leur allocation à l'immobilier en 2025, contre 29% qui, eux, veulent baisser cette allocation. Et quand on regarde qui a le plus d'appétit, on voit que les Nord-Américains comprennent aujourd'hui, j'entends, les États-Unis et le Canada. Demain, je ne m'engage pas. On voit que 46% veulent augmenter leur allocation et 25% la baisser. Quand on demande la même chose aux Européens, on voit qu'il y a un petit peu moins d'optimisme, 29% qui veulent augmenter leur allocation contre 41% qui veulent la baisser. Vous pouvez vouloir augmenter votre allocation et savoir si après vous allez allouer ce capital. Toujours sur les sources de l'INREV, oui, quand on lève de l'argent, on le déploie. 96% des Nord-Américains vont déployer leur capital en 2025, ce qui peut correspondre à un bon momentum pour eux. Quand on regarde les Européens, c'est 78%, il y en a quand même 22% qui gardent un petit peu le cash. Quand on revient en France, le meilleur des indicateurs reste l'évolution de la collecte des SCPI. En 2024, elle est de 3,5 milliards. Je parle de la collecte nette. Et sur le dernier trimestre 2024, elle est de 1,3 milliard, ce qui montre quand même plus 24% par rapport au premier trimestre 2023, au quatrième trimestre 2023, pardon, donc une reprise un petit peu du marché. Les deux slides que je n'ai pas montrés, c'est le marché secondaire, qui est à 1,2 milliard en 2024. Il était de 2 milliards en 2023 et de 1,4 milliard en 2022. Et ce sont les parts en attente. Et on va parler peut-être des sujets de liquidité des SCPI un peu plus tard. 2,4 milliards à fin 2024. Voilà ce que nous disent les datas.
Mais que nous disent les investisseurs? Je vous propose une petite vidéo, on en a capté 2-3, notamment au MIPIM. Il y a Mario Draghi qui vient de dire c'est fini, les taux zéro, ça ne va pas revenir. Donc il faut faire différemment, il faut faire avec moins et mieux, avec moins de capitaux et moins dans la gestion. Et notamment, il faut chacun doit préparer les portefeuilles, être plus résilient en face de tout ce qui se passe autour. Donc le premier motto pour nous ces temps-ci, c'est d'accentuer la rotation des portefeuilles, leur diversification et la gestion active, puisque pour faire de la rotation de qualité à des conditions pertinentes pour nos clients, il faut avoir travaillé les actifs à fond, et on sent bien que le nouveau paradigme dans cette période post-crise qui est en train de s'ouvrir, ça va quand même être la capacité à augmenter la génération de cash flow. Aujourd'hui, pour nous, chez Amundi Immobilier, ce qui est vital avant tout, c'est de bien travailler nos immeubles, de garder une proximité avec nos locataires de façon à ce qu'on les sécurise sur nos immeubles, parce qu'à la fin, qu'est-ce qui compte? Les loyers. Le marché immobilier est en pleine reconfiguration, mais on pense qu'au niveau du marché du financement d'immobilier, également, il va y avoir de la place pour de la dette privée, comme il y a de la place pour la dette privée dans le financement du private equity. On pense que les difficultés de certains, notamment des fins de financement ou de gens qui n'ont pas les financements pour faire des travaux, malgré qu'ils aient obtenu des permis très qualitatifs sur des immeubles plutôt bien placés, on va essayer de s'organiser pour reprendre des opérations bien placées avec des permis obtenus, les améliorer un peu et pouvoir lancer les travaux dès 2025. L'inconnu aujourd'hui, c'est la géopolitique qui change un peu, qui s'accélère et qui bouge dans des territoires un peu inconnus. Donc on peut penser qu'on va avoir quand même des investisseurs immobiliers qui vont réfléchir un tout petit peu sur leurs allocations, notamment géographiques. Mais on pense que c'est relativement positif sur l'Europe, qui finalement pourrait voir une partie des investisseurs essayer de réallouer un peu plus fort leur portefeuille. Eh ben, on va essayer de voir tout ça sur les stratégies d'investissement des acteurs. Je vous propose de resserrer la focale sur l'Europe, et ce que nous avons regardé, c'est les profils de risque des investisseurs internationaux, et on regardera ensuite les typologies d'actifs privilégiés. Sur les intentions d'allocation des investisseurs institutionnels, quand on regarde l'Europe, qu'est-ce qu'ils recherchent? 62% des investisseurs veulent allouer du capital en Europe en 2025. Mais sur quel profil de risque? Eh bien, on voit bien que c'est le value-add, 47%, 38% sur le corps, et vous voyez un petit peu l'évolution sur 5 ans, on voit vraiment le retour du corps, et ça c'est tout investisseur confondu, et puis il y a encore 15% d'opportunistes qui se disent il y a peut-être des affaires à faire. Quand on regarde sur les investisseurs européens, c'est-à-dire des capitaux européens, comment eux ils regardent ce marché, ils le regardent principalement en value-add à 52% et à 48% encore. Ce qui est notable en fait, c'est la poche opportuniste pour les investisseurs européens a disparu. C'est peut-être aussi un autre signe. Pour les Américains, c'est un peu différent. On voit bien le corps et le value-add, mais surtout le retour du corps à 43%, et peut-être que ça va se matérialiser assez prochainement. Ça s'est déjà un peu matérialisé sur la logistique. Et on voit bien qu'il y a toujours des stratégies opportunistes, un peu moins, mais il y en a toujours. Quand on regarde les marchés privilégiés en Europe, pas beaucoup de surprises, hein, c'est toujours les Anglais qui arrivent en premier. C'est toujours agaçant. Bref, surtout qu'on l'a été à un moment. Hein. Premier, Royaume-Uni. Deuxième, Allemagne. La vraie surprise, c'est l'émergence de l'Espagne qui arrive en troisième destination privilégiée en 2025. Je parle bien de 2025 pour les investisseurs. Et la France tombe du podium. Elle arrive en cinquième destination. C'est la première fois depuis que l'INREV fait ses intentions d'investissement qu'elle tombe du podium. Je rappelle qu'en 2021 et 2022, on était devant les Britanniques, on était devant les Allemands. Peut-être que la France paye son instabilité politique quelque part, aussi sa dérive des finances. Quand on regarde les secteurs privilégiés, eh ben, c'est du bed and shed, littéralement des lits et des hangars, autrement dit du résidentiel et de la logistique. Ça montre quand même un assez alignement, et là vous avez les Européens en violet et les non-Européens en bleu, je crois.
Et vous voyez qu'il y a grosso modo quand même une convergence. Ce qui est assez frappant, c'est que 100% des investisseurs européens veulent investir dans le résidentiel. J'en parlais tout à l'heure en introduction. Il y a vraiment un appétit là-dessus, mais aussi sur l'industriel, sur la logistique, sur le logement étudiant. Et vous voyez le bureau. Eh bien, le bureau, c'est un petit peu plus compliqué. On regarde sur l'évolution sur 5 ans dans les intentions d'allocation sur le bureau. On est passé grosso modo de 85% à 62% pour les investisseurs européens. Et surtout, la différence de vision sur cette classe d'actifs entre des investisseurs européens, 62% comme je vous disais, et des investisseurs américains qui ne sont plus que 36%. Pardon, non européens, je ne devrais pas dire américains, non européens, ça veut dire qu'il y a aussi certainement des asiatiques, sur le bureau. Voilà pour les datas. Je vous propose aussi de regarder ce que pensaient, avec une petite vidéo, les investisseurs qu'on a rencontrés au MIPIM. Sur les 10 dernières années, on est sorti du bureau assez tôt, on a réduit les allocations, on est remonté très fort sur la logistique, sur le résidentiel et sur les classes d'actifs alternatives, data center, life science, résidence étudiante ou autres, pour vraiment positionner les portefeuilles sur ces typologies d'actifs sur lesquels on peut attendre une croissance des loyers plus forte. Alors nos thématiques d'investissement, c'est ce qu'on appelle nous les 4 L. Ouais. La logistique, ce qu'on appelle le light industrial, donc l'activité, le logement au sens large, et le life science. Le premier, c'est repositionner notre portefeuille de bureau, parce qu'on a un point de départ, c'est notre portefeuille, nos 2 millions de mètres carrés, 6 milliards et demi, majoritairement du bureau, et une partie de ce portefeuille, 11% aujourd'hui, doit être transformée. Doit être autre chose que du bureau, des hôtels, des résidences étudiantes. Le deuxième pilier, c'est la diversification. Et là, on se concentre sur 3 classes d'actifs, l'activité, le résidence étudiante et les data centers. Ces nouveaux investissements, c'est plutôt vers le logement abordable. C'est vraiment ça qu'on focalise pas mal en ce moment. J'ai entendu certains intervenants ici dire que on commence à réfléchir au bureau, revenir sur le bureau. Pour nous, c'est pas du tout ce qu'on va faire. Nos clients, nos investisseurs ont déjà trop de bureaux et ça continue, ils doivent absolument baisser. Bon, Paul Joubert a plié le game. On va quand même voir comment ça se traduit sur les marchés, et notamment s'il y a un rebond à attendre sur le bureau. Là, on va réélargir la focale et on va regarder un petit peu ce qui se passe aux États-Unis. Et là, je pars sur des données CoStar. On a regardé, j'ai été fouillé dans le CoStar Product. Alors, j'aurais pu vous l'afficher, c'est juste abyssal. Donc, je vais simplement sortir 2-3 datas. L'an passé, 42,7 milliards de dollars investis sur le bureau. C'est une progression de 22% par rapport à 2023. Mais, comme vous pouvez le voir, on est assez loin des crues de 2015, 117 milliards, ou de 2019, 115 milliards, ou même encore de 2021, 107 milliards. J'ai fouillé quand même dans les datas de CoStar. Le plus mauvais cru, c'était en 2009, et le marché d'investissement de bureaux représentait 16,5 milliards de dollars. Quand on regarde les volumes trimestriels, c'est assez intéressant de voir la dynamique. On voit que sur le premier trimestre 2025, on est à 8,4 milliards, plus 37% par rapport au premier trimestre 2023. Vous voyez toujours ce rebond en fin d'année où il faut quand même, mine de rien, dépenser l'argent qu'on a levé. Et donc vous voyez un peu cette dynamique. Qu'en est-il un peu du marché plus global du bureau? On a demandé à un analyste de CoStar directement aux États-Unis, Phil Mobley, de nous le dire, et ça, vous allez le découvrir en vidéo. For about 5 years, almost all of the major markets in the US saw positive demand on an annual basis. And this is sort of normal and healthy. The markets tend to move together. Then we had the pandemic. And so for the next 4 years, we had all the markets, almost all of them, about 3/4 of them, experiencing negative demand, negative absorption on an annual basis. But then starting in the second quarter of 2024, some markets started to show recovery. And since then,
it's been about half and half. And I think there are a couple of explanations for this. One is that the financial services sector has been performing well. Jobs in finance and banking and real estate have been growing not exactly fast, but faster than other office-using jobs. And so that has helped New York, for example, to be the leader in the recovery of demand. In the last 3 or 4 quarters, we have seen a slight increase in REITs and in institutional buyers coming back into the capital markets. Now, they're still nowhere near their traditional share of transactions. However, that has led over the last 3 quarters to roughly a 50% year-over-year increase in transaction volume. Obviously, it was a low base in 23, early 24, but some encouraging signs nonetheless that larger buyers are starting to come back in. Le bureau n'a pas dit son dernier mot outre-Atlantique. Voyons un petit peu ce qui se passe plus proche de chez nous, de l'autre côté de la Manche, au Royaume-Uni, où sur le bureau, on a engagé 8,9 milliards de livres. Là, on est dans une autre dynamique puisqu'on est en recul de 23% par rapport à 2023. CoStar est présent en Grande-Bretagne depuis 2009, donc les stats, elles ont démarré, j'allais dire au meilleur des moments, mais c'est le plus mauvais cru depuis le début des données CoStar au UK. Et quand on regarde trimestre par trimestre sur la dynamique d'investissement, non, il faut que je vise là-bas, pardon, et ben j'appuie sur le bouton, mais ça ne marche pas. Et donc là, on m'a dit ça, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais OK. Je rappuie, ça ne marche toujours pas. C'est la panique en régie. Je vous mets un tout petit peu de pression. Comment le slide n'arrive pas? Qu'est-ce qui se passe? Victoria! Ah non, mais ça marchait bien en plus quand on avait fait le truc. Bon, le jour où ça va remarcher, vous le saurez. Mais quand on regarde trimestre par trimestre, en fait, on n'a pas vraiment de rebond au premier trimestre avec 1,8 milliard de livres sterling. Je suis resté dans les monnaies locales. Au premier trimestre, les 2 plus mauvais trimestres qu'ont connus les statistiques CoStar, c'est le deuxième trimestre 2020. Vous devinez pourquoi, c'était la période de confinement, 1,7 milliard de livres. Et le premier trimestre 2009, on était 3 mois après la faillite de Lehman Brothers, c'était 1,4 milliard de livres. Voilà, s'il y a défaut de slide, on peut passer la vidéo, parce qu'on a aussi demandé un peu comment se passait le marché locatif et le marché de bureaux, notamment à Londres. Et normalement, on doit avoir Mark Stansfield en vidéo qui devrait apparaître dans pas longtemps. Well, the office sector has, of course, been hit hard by the structural changes unleashed by the pandemic, but increasing signs are emerging that the worst is behind us, with many companies having already right-sized their office footprints, economic conditions slowly improving, and the supply wave easing. We've seen a rise in office take-up over the past 2 quarters, while still well below pre-pandemic averages. The past 6 months has been the strongest period for office leasing in 3 years, with a host of big deals in London and other major cities like Cambridge and Manchester recording big deals too. At the same time, we've seen fewer spaces vacated, with UK net absorption, the true measure of demand, shown here in orange, which factors in spaces vacated as well as occupied, actually turned positive for the first time since the pandemic began, based on our initial data. The UK office vacancy rate has finally stabilized as a result at about 8.6%. Now, looking ahead, while the amount of space under construction across the UK has eased, last year was the quietest year for new construction starts this century. A lot of the space underway is set to be completed in the next 12 months, and we expect vacancies to creep up as it does. But most of the pain for office landlords now looks to be behind us. Le plus dur est derrière nous, si on comprend bien, mais ça va encore un tout petit peu tanguer dans les prochains mois. Dernier slide, après j'arrête de vous embêter et on passe à notre session d'après, parce qu'on ne va pas parler que du bureau, je voudrais qu'on parle aussi un tout petit peu d'industrie et de logistique. J'espère que les slides marchent.
Magnifique, ça marche. Eh ben, c'est plutôt un marché qui est en forme. Là, ce que je vous ai mis, c'est uniquement les investissements logistiques aux États-Unis, qui est un marché plutôt en forme avec 47 milliards, un peu plus de 47 milliards de dollars d'investissement en 2024. Comme vous voyez, c'est plus 13% par rapport à 2023. On est loin des records post-Covid de 2020, 2021 et 2022, où on voit quand même plus de 80 et même 85 milliards d'investissements uniquement sur la logistique. Si on étend à l'industriel, et là je reviens sur des datas de 2024, l'industriel c'est 67,5 milliards de dollars. Et sur le premier trimestre, on a 8,1 milliards qui montrent quand même qu'il y a une vraie dynamique. Et ça, c'était avant que notre ami Donald nous fasse son petit truc sur les droits de douane. Donc c'est des statistiques qui s'arrête au 31 mars. Et je crois que lui a déclaré la guerre un tout petit peu après. Merci beaucoup sur cette séquence data. J'ai essayé de rattraper le retard. J'ai rattrapé un tout petit peu de retard, mais pas suffisamment. On va passer à la prochaine séquence. On a un petit peu de manip.